Peu de conflits dans l'histoire peuvent prétendre avoir remodelé le monde comme la Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre, elle continue d'inspirer études et débats des universitaires jusqu'à la personne ordinaire dans la rue. Cela est aidé par la disponibilité généralisée d'images chroniquant cette grande calamité de l'histoire. Même maintenant, près de 8 décennies après sa fin, des photographies encore jamais vues sont toujours découvertes, révélant de nouvelles histoires pour nous aider à raconter une histoire aussi complète que possible. Naturellement, beaucoup de ces images sont tout sauf agréables, et dans cet épisode, nous allons examiner 10 images inquiétantes du conflit le plus déterminant de l'histoire moderne. Bienvenue dans les guerres du monde. Bien que son nom soit l'un des plus détestés de l'histoire, peu d'historiens nieraient jamais qu'Adolf Hitler savait captiver l'attention d'un public. Des livres entiers et des études universitaires ont été menés sur les capacités presque légendaires et hypnotiques de l'homme que l'histoire se souvient comme le Führer. Son énergie, ses manières, sa voix, tout semblait conspirer pour séduire un public et le faire tomber sous son charme. Et c'était cette capacité à attirer les masses qui était l'une des clés de l'ascension au pouvoir du parti nazi dans les années 30. Un point clé régnait lorsque Hitler parlait, et c'était le concept de destin allemand. Avec la reconquête des territoires perdus lors de la Grande Guerre, et maintenant avec l'invasion de la Pologne en cours le 1er septembre 1939, Hitler a pris le devant de la scène au Reichstag, le siège du gouvernement allemand, pour délivrer son message sur les prochaines étapes vers ce destin. Ceci est Hitler le premier jour de la guerre. Le discours a exposé les raisons pour lesquelles il avait choisi la guerre, dont beaucoup étaient fabriquées, et s'est terminé par une déclaration plutôt sinistre, je cite, « Je suis, à partir de maintenant, simplement le premier soldat du Reich allemand. J'ai de nouveau porté le manteau qui m'était le plus précieux et sacré. Je ne l'enlèverai pas avant que la victoire ne soit assurée, ou je ne survivrai pas au résultat. » Pour toute nouvelle famille, attendre la naissance d'un enfant peut être un moment angoissant, mais cela a dû l'être particulièrement pour les parents d'un certain Neville Mooney. Alors qu'ils attendaient que Neville fasse son apparition, le monde dans lequel il naissait se dégradait rapidement. Puis, le matin du dimanche 3 septembre 1939, il a été accueilli dans les bras de ses parents. Étant le premier bébé né à Londres, une ville qui se retrouverait en première ligne face à la tempête à venir, ce jour précis en faisait le premier bébé de la guerre de la ville. À 11h15, le premier ministre britannique Neville Chamberlain, lors d'une émission de 5 minutes sur le Home Service, a annoncé que comme Hitler n'avait pas répondu aux demandes britanniques de quitter la Pologne, je cite, « Ce pays est en guerre avec l'Allemagne ». Chamberlain a continué à dire que l'échec à éviter la guerre était un coup personnel amer, et qu'il ne pensait pas qu'il aurait pu faire plus. Cependant, l'histoire continue de le juger assez sévèrement. Pendant ce temps, le jeune Neville Mooney a vu ses premiers jours de vie marqués par la peur des adultes autour de lui que l'Allemagne recourait à lâcher des armes à gaz sur les villes britanniques. Et donc les masques à gaz dans de petits sacs sont devenus aussi partie de la tenue normale qu'une montre. Cependant, pour les bébés et les très petits enfants, il était presque impossible de mettre un masque à gaz sur leur petit visage. En réponse, des alternatives ont été développées, comme des berceaux filtrant l'air du gaz toxique avant qu'il n'atteigne le bébé, et de grands dispositifs en forme de sac pour que les parents puissent sortir leur bébé en toute tranquillité, comme celui que porte le petit Neville ici. Malgré la crainte réelle d'une attaque au gaz, ni l'Allemagne ni les alliés occidentaux n'ont utilisé de telles armes. L'utilisation du gaz par l'Allemagne sur le front occidental pendant la Grande Guerre a incité tous les camps à recourir à cette arme mortelle contre les forces ennemies. Il a donc été vite compris que si l'Allemagne nazie développait le gaz comme arme, cela autoriserait les Alliés à faire pareil. Dans les traités de limitation des armements des années 20, visant à prévenir une autre grande guerre, les armes à gaz étaient l'une de celles que les nations du monde ont essayé d'interdire. Cependant, plusieurs fabricants de produits chimiques américains, britanniques, canadiens et allemands ont collaboré pour créer des pesticides industriels, sachant qu'ils pouvaient servir d'armes. Appréciant la puissance de telles armes potentielles que possédèrent les deux côtés, signifiait que la menace de les utiliser était contrebalancée par la menace de leur utilisation en représailles. Cependant, dans la guerre pour la Chine, l'Empire du Japon avait peu de telles réserves.
D'abord testés sur des prisonniers chinois dans des usines de la mort, comme l'infâme unité 731, les forces japonaises ont utilisé le gaz toxique de manière indiscriminée contre les villes chinoises de 1937 jusqu'à la fin de la guerre. Certains des gaz utilisés étaient destinés à incapaciter un ennemi, comme les soi-disant bougies rouges, qui, une fois allumées, provoquaient des vomissements incontrôlables, ou le gaz moutarde et lewisite, qui laissaient les victimes avec de graves brûlures et des cloques sur leur peau. Il y avait ensuite les gaz apocalyptiques, conçus pour tuer le plus de personnes possible. Le moment a coupé le souffle où une force de bombardiers américains commence son bombardement de l'ennemi en dessous. Un B-17 avec son équipage de 11 hommes s'égare dans la trajectoire des bombes larguées par un autre B-17, volant à une altitude plus élevée. Dans quelques instants, la première bombe de 1000 livres larguée d'en haut frappera le stabilisateur horizontal, port malchanceux du B-17, le déchirant, laissant l'avion entrer dans une vrille incontrôlable, son équipage incapable de s'échapper car les forces G les clouent au fuselage de leur avion. L'avion, un B-17G surnommé Miss Donna May II, du 332e escadron de bombardement, 94e groupe de bombardement, 8e force aérienne, a dérivé hors de position et sous un autre B-17, nommé Trudy, pendant leur passage de bombardement. La tension due à la vrille a finalement arraché les ailes à environ 13 000 pieds, laissant le bombardier se désintégrer dans le ciel, tuant les 11 membres d'équipage. On peut seulement imaginer la culpabilité ressentie par l'équipage de Trudy, sachant que leur bombe avait tué 11 de leurs propres camarades. Si les images de soldats dans les tranchées sont devenues l'emblème de la nature de la Première Guerre mondiale, alors on peut certainement affirmer que les images de vagues de bombardiers remplissant le ciel comme une volée d'oiseaux en colère, prêts à déverser la destruction, symbolisent l'essence de la seconde. Les premières attaques étaient souvent de modestes affaires, avec principalement des bombardiers bimoteurs opérant en escadrons de 12 à 20 appareils, concentrant leur attention sur une seule cible. Mais alors que l'Allemagne s'accrochait à sa flotte de type moyen à 2 moteurs, les alliés occidentaux ont constitué une immense force de bombardiers stratégiques massifs à 4 moteurs, qu'ils espéraient réduire les puissances de l'Axe en poussière. Avec autant d'avions dans le ciel simultanément, des incidents comme celui-ci ou des collisions entre bombardiers étaient inévitables. La situation a été aggravée par le fait que de nombreux équipages ont suivi une formation accélérée pour entrer rapidement dans la mêlée, les rendant plus enclins aux accidents. La seule 8e force aérienne a perdu plus de 2100 avions dans des accidents et des incidents non directement attribués à l'action ennemie. Deux officiers japonais se tiennent fièrement devant la caméra, sachant qu'ils sont présentés comme des héros pour les gens à la maison au Japon, apportant la gloire à leur famille et à leur. Les nations ont besoin de héros pour unir leur communauté. Les héros inspirent ceux qui les suivent et rassurent les populations de la victoire ultime de leur nation. Qu'ont donc réalisé ces deux individus pour être ainsi encensés? Les deux hommes sont des sous-lieutenants de l'armée impériale japonaise, servant en Chine, Toshiaki Mukai, âgé de 25 ans, et Tsuyoshi Noda, 26 ans. Alors que la plupart des récits historiques occidentaux de la Seconde Guerre mondiale marquent toujours le début du conflit, comme l'invasion de la Pologne par Hitler le 1er septembre, de nombreux historiens asiatiques, en particulier en Chine, ont une vision différente, citant plutôt l'invasion de la Mandchourie par les Japonais en 1er septembre 1931, comme le véritable début de la Seconde Guerre mondiale. Cela est dû au fait que la guerre entre la Chine et le Japon a été absorbée par la guerre entre le Japon et les Alliés, et la fin des deux était directement liée l'une à l'autre. Les photos des deux officiers ont été prises en 1937, après que l'armée japonaise a capturé la ville de Nanjing, à l'époque capitale de la Chine. Ce qui a suivi a été une orgie de violence et de viol en masse contre la population civile, que les officiers supérieurs japonais ne pouvaient pas arrêter, même s'ils le voulaient. Ces deux hommes deviendraient célèbres pour leur contribution à cette horreur, car la photographie a été prise dans le cadre d'un article de presse couvrant un concours qu'ils avaient organisé pour voir lequel d'entre eux pouvait décapiter 100 personnes le plus rapidement avec un sabre Yasukuni. L'article plaisante ensuite cruellement en disant qu'après avoir accompli cet exploit, les deux hommes sont entrés en citation, prolongation. Les deux hommes ont survécu à la Seconde Guerre mondiale et ont été jugés pour leurs crimes par les Alliés et exécutés le 28 janvier 1948.
Une femme juive est entourée par une foule en colère dans la ville ukrainienne de Lvov lors des pogroms de 1941 suite à l'invasion allemande. Ses yeux terrifiés supplient la personne tenant la caméra pour un certain degré de clémence. Au cours des heures précédentes, elle a vu ses amis et sa famille être arrachés de leur maison, battus et assassinés, et elle sait ce qui va suivre. Fermement anti-soviétiques et antisémites, les nationalistes ukrainiens ont travaillé aux côtés des troupes allemandes et de la Gestapo pour rassembler les Juifs qu'ils croyaient conspirer avec les brutales autorités soviétiques qui les gouvernaient avant l'invasion. Lorsque des centaines de corps ont été découverts dans les prisons de la ville, victimes des autorités soviétiques, cela a déclenché une vague de violence contre les 150 000 Juifs de la ville que les envahisseurs allemands étaient plus qu'heureux d'accommoder. Les foules qui se sont rassemblées pour participer ont perdu tout sens de la moralité et de la sympathie lorsqu'elles ont rassemblé les Juifs et les ont traînés dans les rues entre le 30 juin et le 2 juillet, puis à nouveau le 25 juillet et le 29 juillet. Les malheureuses victimes ont vu leurs maisons détruites, leurs biens volés, et même leurs vêtements arrachés de leur dos avant que les inévitables passages à tabac n'aient en lieu. Les enfants ont également subi l'atrocité. Des filles juives ont été violées en groupe et battues aux côtés de leur mère et grand-mère, tandis que des garçons ukrainiens aussi jeunes que 9 ans étaient reconnus pour avoir aidé aux agressions. Le bilan des victimes des pogroms reste controversé. Le nombre est encore obscurci par l'implication des escadrons de la mort allemands, les Einsatzgruppen, qui ont participé à l'Holocauste. Ce que l'on sait, c'est qu'au moment où les forces soviétiques ont libéré Lvov de l'occupation allemande le 21 juillet 1944, moins d'1% des Juifs qui y vivaient avaient survécu. Un navire allié est englouti dans une tour d'eau lorsque la torpille du sous-marin allemand qui le traquait frappe sa coque. L'équipage à bord du navire marchand n'a probablement eu aucun avertissement du danger qu'il courait jusqu'à ce qu'il soit trop tard, avec seulement le petit périscope du requin métallique, à peine plus large qu'un tuyau de drainage, émergeant de l'eau pour indiquer la position du sous-marin, quelque chose presque invisible dans les eaux souvent agitées de l'Atlantique Nord. Dans le U-boat, le capitaine a sans doute vu cette image à travers le périscope avec joie, sachant qu'il avait accompli son devoir et augmenté son score, ce qui aiderait à élever son statut dans le monde nazi, qui adorait ses héros, en particulier dans la flotte des U-boats, qui étranglait la Grande-Bretagne jusqu'à la soumission, dans l'espoir de finalement mettre toute l'Europe complètement sous le contrôle du jackboot allemand. Malgré les 2 jours qui se sont écoulés entre l'invasion allemande de la Pologne et la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et de la France, les navires alliés ont continué à prendre la mer comme en temps de paix. Ainsi, beaucoup des premières victimes des U-boats étaient sans défense, permettant aux commandants de U-boats d'épargner leurs torpilles coûteuses et de les canarder en surface avec leurs canons de pont. La Royal Navy britannique et la Marine royale canadienne manquaient de navires de guerre pour protéger chaque traversée de navire, même en convoi, tandis que leurs forces aériennes étaient mal préparées pour combler les lacunes. Les sous-marins allemands ont donc transformé les mers en noir et rouge avec l'huile et le sang déversé, et ont presque réussi à étrangler la Grande-Bretagne à mort. Winston Churchill admettrait plus tard que la menace des sous-marins était la seule chose qui l'a vraiment effrayé pendant la guerre. Cependant, les Alliés l'ont vite appris. Les forces aériennes ont reçu des avions à plus longue portée, mieux armés et équipés de radars pour chasser les sous-marins en surface, même de nuit. Les marines alliées ont également reçu un afflux de nouveaux navires de guerre, des dispositifs de détection sous-marine tels que le détecteur acoustique sous-marin et des armes anti-sous-marines, comme le hérisson, qui tirait une salve de charge explosive à l'emplacement d'un sous-marin suspecté. Vers la fin de la guerre, malgré des sous-marins plus avancés en production, la tendance était irréversiblement inversée. Fin 1944, aucun capitaine de sous-marin ne perdrait de temps à prendre des photos de leurs cibles pendant qu'ils les coulaient, parce qu'il savait qu'en quelques minutes, le chasseur deviendrait la proie, et il essaierait désespérément d'éviter une force d'escorte de plus en plus tenace. Un soldat américain se tient près d'un cratère créé par un obus tiré depuis un sous-marin japonais. Sa cible prévue, le grand réservoir de stockage à quelques mètres derrière lui, est presque indemne, à part quelques petites bosses. Il ne faudrait pas beaucoup d'imagination pour évoquer l'image de ce qui aurait pu se passer si l'obus avait atterri à quelques pieds de plus près. Alors que Hitler envahissait la Pologne, les États-Unis ont choisi de ne pas intervenir, comme ils l'avaient fait plus de 20 ans auparavant lorsque le Kaiser avait agi de façon similaire.
Les États-Unis ont adopté une politique similaire avec le Japon face à la crise croissante en Asie. Dans les deux cas, des océans entiers offraient une zone tampon pour que les États-Unis continentaux puissent se situer en relative sécurité face à la détérioration de la situation mondiale et à la propagation de la tyrannie de l'Axe. Cependant, quand le Japon a pris conscience que son expansion mènerait inéluctablement à un conflit avec l'Amérique, ils ont lancé leur audacieuse attaque contre Pearl Harbor. Cette attaque fut si choquante qu'elle ébranla le peuple américain lui-même, qui s'attendait à ce que les avions porte-avions japonais commencent à raider les villes américaines. Le continent américain a été épargné par les bombardements survenus en Europe et en Asie. Il n'était pas, comme on le croit souvent à tort, exempt d'attaques directes. Juste après 9 h le 23 février 1942, comme le président Franklin Roosevelt s'adressait à la nation à la radio lors de l'un de ses entretiens au coin du feu, le sous-marin japonais I-17, sous le commandement du commandant Nishino Kozo, a fait surface au large de la côte californienne, juste à l'ouest de la ville de Goleta. Utilisant son canon de pont de 5,5 pouces ou 14 cm, le I-17 a commencé à bombarder les installations de raffinage en bord de mer des champs pétrolifères d'Elwood pendant environ 20 minutes. La précision japonaise était médiocre. Mis à part les dommages causés à l'oléoduc, le seul autre dommage causé provenait d'un obus qui a traversé une jetée en bois à la base d'une tour de forage et a ensuite explosé dans une maison de pompe. L'attaque n'a pas atteint ses objectifs, mais a terrifié les Américains. Le continent américain n'avait pas été attaqué par une puissance étrangère depuis la guerre de 1812 avec les Britanniques, et le I-17 semblait avoir réussi à s'approcher de la côte californienne sans être contesté, soulevant de sérieuses questions sur la sécurité de la nation. Par conséquent, l'impact psychologique de l'attaque a largement dépassé son impact matériel contre la raffinerie. Une corde est placée autour du cou de Lee Paradik, âgée de 16 ans, alors qu'elle se prépare à être exécutée le 8 février 1943. Malgré son jeune âge, Radić a choisi de prendre les armes avec les partisans yougoslaves contre les Allemands et leurs collaborateurs fascistes, après que elle et sa famille ont été arrêtés pour être connus comme des communistes. Servant avec les forces communistes de Josip Tito, ainsi que combattant les Allemands, elle se retrouvait souvent à lutter contre les partisans qui soutenaient la monarchie yougoslave, alors que Tito se battait pour établir une Yougoslavie libre sous la bannière du communisme. Radić a été capturé lors d'une grande opération des Allemands contre les forces de Tito au début de 1943. Les combats se sont avérés sanglants, mais finalement, les Allemands n'ont pas réussi à vaincre les partisans de Tito, qui ont continué à mener leur guerre de révolution ainsi que de liberté. Dans sa jeunesse, on croyait qu'elle pourrait être contrainte de donner les noms de ceux avec qui elle avait combattu. Bien que la traduction exacte de ce qu'elle aurait dit à ses ravisseurs varie quelque peu d'une source à l'autre, il est généralement admis qu'elle a répondu par des mots à l'effet de, je cite, « Mes camarades donneront leur nom quand ils vengeront ma mort ». Fin de citation. Ces paroles ont signé son arrêt de mort, mais ont aussi fait d'elle une martyre pour la cause. Après la guerre, la Yougoslavie communiste de Tito l'a honorée à titre posthume avec l'ordre du héros du peuple. Une flotte de navires de guerre japonais navigue à côté d'une tour menaçante de fumée noire, où se trouvait autrefois un puissant navire de guerre parmi leur nombre, peut-être le navire de guerre le plus puissant de l'histoire, car cette image représente la mort du super cuirassé Yamato, le 17 avril 1945. Pendant l'entre-deux-guerres, un débat grandissait dans les cercles navals du monde entier sur l'utilité future des grands cuirassés au combat, compte tenu de la puissance des sous-marins et des avions. Le Japon s'est accroché à la notion de cuirassé plus longtemps que certaines des autres puissances, et a procédé à la conception de la classe Yamato de super cuirassé, conçue spécifiquement pour défier la marine des États-Unis. Son imposante taille de plus de 70 000 tonnes et sa puissance de feu exceptionnelle. Lui et son navire jumeau, le Musashi, étaient considérés comme les cuirassés les plus meurtriers en service, du moins en théorie. En réalité, ceux qui soutenaient que le cuirassé avait fait son temps ont été prouvés corrects. Malgré la fierté qu'ils suscitaient chez les Japonais, les deux navires ont eu des carrières peu brillantes, n'ayant jamais pu démontrer pleinement leur potentiel tel que prévu. Musashi a été détruit et attaqué par les États-Unis. Avion lors de la bataille du golfe de Leyte le 24 octobre 1944. Durant l'année suivante, la marine japonaise a été décimée tandis que les forces alliées réunies contre elle ont pris le contrôle du Pacifique.
Se rendant compte de cela, et de la folie d'essayer de maintenir un tel navire que le Yamato en mer face à une telle puissance alliée, le Yamato a reçu l'ordre de défendre l'île d'Okinawa contre les Alliés, dans ce qui était manifestement une mission suicide. Le navire a reçu l'ordre de s'échouer et d'utiliser sa puissance de feu pour repousser les attaques américaines jusqu'à ce qu'il succombe inévitablement à la puissance aérienne américaine. Cependant, il n'aurait pas l'occasion de mettre ce plan à exécution et a été intercepté en route. Alors que ses magasins explosaient suite à des coups successifs de bombes et de torpilles américaines larguées par des avions basés sur des porte-avions, le Yamato a été anéanti derrière un mur de fumée et de feu. Sa destruction a non seulement mis fin à la vie de ce navire incroyable, mais aussi à une époque. Aucun autre navire de guerre conçu pour le combat en surface ne serait plus jamais construit de cette taille. Assis au milieu des ruines dévastées d'une autrefois grande ville, se dressent les deux flèches de la cathédrale de Cologne, qui malgré la dévastation, atteignent toujours le ciel. Cologne, troisième ville d'Allemagne, était une cible privilégiée des bombardements alliés visant à affaiblir le Troisième Reich d'Hitler. Deux fois, aurait pu voir dans la cathédrale toujours debout une source de réconfort que Dieu existait toujours, malgré les horreurs qui leur étaient infligées. Cette croyance était terriblement mal placée, car l'image distincte de la cathédrale était utilisée par les équipages de bombardement alliés pour trouver leurs cibles et déchaîner leurs charges dévastatrices. Cologne a été bombardée à de nombreuses reprises pendant la guerre, mais son nom restera à jamais lié aux événements de la nuit du 30 et 31 mai 1942. Ce soir-là, le Bomber Command de la Royal Air Force, sous la direction du maréchal de l'air Sir Arthur Harris, a envoyé plus de 1000 bombardiers pour frapper la ville, afin de porter ce qu'on espérait être un coup fatal. Un tel chiffre nécessitait presque tous les bombardiers disponibles au sein du service, y compris certains dans des avions d'entraînement, volant en un flux qui perceraient ensemble les défenses allemandes, chaque avion ayant ses propres secteurs pour atteindre leur cible. 2500 feux distincts ont été allumés, dont 1700 ont été classés comme importants par les pompiers allemands. Près de 13 000 bâtiments ont été détruits, dont plus de 2500 étaient des bâtiments industriels ou commerciaux. Étonnamment, le nombre de personnes tuées au sol était remarquablement faible, étant inférieur à 500, grâce aux préparations allemandes et à la construction généralisée d'abris anti-aériens. Cependant, plus de 5000 personnes ont été blessées et plus de 45 000 ont été déplacées par les bombardements. Telle était la crainte des représailles, que près de 700 000 personnes ont fui les ruines de la ville après le raid. En plus de nuire à la contribution de la ville à l'effort de guerre nazi, le raid a également été une grande victoire de propagande pour les Alliés. Toutefois, vers la fin de la guerre, les Britanniques ont vu des images des dommages causés par les raids alliés sur les populations civiles. Beaucoup d'entre eux avaient eux-mêmes souffert sous les bombardements nazis pendant le Blitz, et plutôt que de célébrer l'exploit du Bomber Command, ils étaient au contraire horrifiés que leurs propres équipages de bombardement aient non seulement participé à des activités qu'ils associaient à leur ennemi détesté, mais aient en fait causé une dévastation encore plus grande. Encore aujourd'hui, les historiens débattent vivement pour déterminer si les bombardements alliés des villes allemandes et japonaises étaient des crimes de guerre. Quoi qu'il en soit, Harris lui-même vivrait le reste de sa vie sans jamais exprimer le moindre regret.